Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée originale Entrepreneuriat pour tous. Là, on va parler cash dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on va parler financement, parler argent, bien entendu, et aussi on va essayer d'être extrêmement concret. Concret pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Un projet entrepreneurial, c'est un projet qui a besoin de carburant, d'énergie pour se développer. Et l'argent, donc on dit souvent, on parle du nerf de la guerre. Là, on va parler du nerf de la paix, surtout dans cette période où on a besoin d'optimisme et finalement de construire, de solidarité. Donc, soyons optimistes. J'ai la chance aujourd'hui et l'honneur de compter parmi nous Laurence Zebut-Jones d'Impact Partner, qui est directrice associée. Donc, elle sera aujourd'hui parmi nous pour pouvoir échanger et nous faire profiter de ses éclairages. Également, Ossine Adjeras de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative entrepreneuriale, pour qui les responsables offrent de services. Également, Domiti de Martial, de France Active, donc elle est responsable service connexion et développement commercial. Et également Grégory Arès de Initiative France, donc il est directeur d'Initiative Lille Métropole Sud. Donc aujourd'hui, on va parler de financement, on va parler cash. Donc l'enjeu, c'est véritablement de répondre à vos questions, à vos interrogations, partager avec vous des éclairages. Donc on va être dans un premier temps, une première séquence, on va essayer d'évoquer, d'éclairer finalement cette question de l'argent, cette question du cash. Et ensuite, dans un second temps, on va accueillir vos questions. Donc soyez attentifs et n'hésitez pas à échanger via le chat. Aussi, dès qu'on parlera des sites, j'invite à Laurence et enfin l'ensemble des partenaires, on présentera leur site en ligne sur la plateforme, sur le fil de la discussion. Et tout de suite, pour commencer cet échange, une question simple. Donc, on parle de l'argent, comme je l'ai dit. Pour les entrepreneurs, dans une démarche entrepreneuriale, clairement, faut-il de l'argent pour entreprendre? Tout de suite, pour ouvrir le débat, je vais poser la question à Ossine. Ossine, peux-tu commencer par nous éclairer? Je t'inviterai à exposer un peu ce que tu fais, ce que fait l'organisation, à savoir l'ADI, et répondre à cette question, à savoir, faut-il de l'argent pour entreprendre? Merci Ahmed et merci encore une fois pour l'organisation de cet événement. Alors donc je m'appelle Ossine Adjeras, je suis ravi aussi d'être avec vous ce jour. Donc moi je représente l'ADI. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. En fait, l'ADI, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui défend l'idée que tout le monde peut entreprendre, même sans capital, que ce soit capital financier, social ou autre, et même sans diplôme. Très concrètement, en fait, on passe par des solutions de financement, d'assurance et d'accompagnement à destination des personnes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. Et donc, on s'adresse à une cible quand même très, très spécifique de personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc, c'est des financements qui vont jusqu'à 12 000 euros en métropole, jusqu'à 15 000 euros en Outre-mer, parce qu'on est présent également en Outre-mer. Et donc, l'ADI, c'est un réseau national qui, avec 400 points d'accueil un peu partout en France, métropole et Outre-mer, donc comme je l'ai dit, 600 salariés et 1300 bénévoles pour pouvoir vous accueillir et vous aider à concrétiser votre projet. Alors, très précisément, Ahmed, pour répondre à ta question, moi, je dirais que non. Du coup, il ne faut pas nécessairement de l'argent pour pouvoir entreprendre. Et j'ai deux éléments, deux chiffres à vous partager pour vous préciser ma réponse. Tout simplement, en 2019, l'ADI, on a financé un peu plus de 20 000 personnes pour un projet de création ou de développement d'entreprise. En fait, à ces 20 000 personnes, on n'a pas nécessairement demandé d'avoir un apport personnel pour créer son entreprise. Donc, on a financé des personnes avec des besoins de financement qui s'élevaient autour de 4 à 5 000 euros. C'est le montant moyen du financement qui est proposé à l'ADI. Et les personnes venaient sans forcément avoir d'apport pour pouvoir créer leur entreprise. Donc ça, c'est le premier chiffre qui permet de dire que non, il ne faut pas nécessairement de l'argent pour entreprendre. Et puis au niveau plutôt national, au niveau macro, des chiffres, je vais vous communiquer des chiffres de l'INSEE qui reprend des données de 2018. C'est que 13% des entreprises qui se sont lancées en 2018 se sont lancées sans besoin de financier au démarrage. Alors ça va être des activités du type consultants, prestations de services, des personnes qui n'ont pas forcément de gros besoins de financement au démarrage. Mais il y a eu aussi 51% des entrepreneurs, donc un entrepreneur sur deux, qui se sont lancés avec moins de 8 000 euros pour démarrer son projet de création d'entreprise. Donc, je pense que là, du coup, avec ces éléments, on peut bien dire qu'il ne faut pas nécessairement de l'argent, il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent pour pouvoir entreprendre.
Alors, merci aussi. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas nécessairement de l'argent ou il ne faut pas nécessairement beaucoup d'argent. Et ce que j'entends aussi dans ton témoignage, c'est que ça dépend finalement aussi de la typologie de projet. Il y a peut-être des projets où, dès le départ, on n'a pas besoin d'un financement conséquent. Grégory, peut-être que tu peux nous éclairer de ton point de vue. Est-ce qu'il faut de l'argent pour entreprendre? Et j'aimerais également que tu nous éclaires sur deux notions qui ont été employées par Houssine, à savoir l'apport personnel et l'autre qui est le besoin de financement. Alors d'abord un petit mot pour présenter le réseau Initiative. Donc on est complémentaire à ce qu'a expliqué Ossine pour l'ADI, réseau national aussi de financement, avec là un objectif qui est de permettre l'accès au financement bancaire. Donc nous on est là pour accompagner, apporter du conseil, du parrainage et pouvoir apporter du financement sous forme de prêt d'honneur qui vient justement renforcer l'apport. J'y répondrai donc tout à l'heure, qui vient renforcer l'apport et donner confiance à la banque. Nous notre métier c'est de donner confiance à la banque. Important de le retenir. Donc, on est présent effectivement sur tout le territoire national, 215 plateformes sur tout le territoire, et avec une spécialité qui est la TPE et qui va jusqu'au projet innovant. Hein. Donc, on fait quand même le grand écart entre toute typologie de projet, mais avec cette logique de bancarisation. Alors effectivement, la notion d'apport personnel, elle est importante puisque c'est ce qui va déclencher derrière la possibilité d'avoir accès à d'autres financements. Alors ça veut dire, comme l'a dit Ossine, on peut démarrer sans apport, mais quand on va chercher des financeurs, ben, il y a toujours cette question du qu'est-ce que vous amenez pour savoir ce qui peut être amené en complément. Dans le réseau Initiative, Alors, effectivement, on peut vous aider. Alors, apport personnel, c'est l'argent dont vous disposez. Alors, soit en argent véritablement, soit ça peut être aussi du matériel. Hein. On peut aussi apporter du matériel et d'autres choses qui ne sont pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, effectivement, compléter vos propres moyens par un complément au niveau de notre intervention. Le prêt d'honneur, c'est quoi? C'est un prêt personnel au gérant qui vient renforcer justement vos moyens que vous venez apporter. Et pour le banquier, ça va le rassurer. Alors sur la question, pour moi, faut-il l'argent pour entreprendre? Deux choses. La première, on parlait d'énergie tout à l'heure. Je veux dire, effectivement, pour moi, l'argent, tu l'as dit aussi, Ahmed, c'est un carburant. Alors imaginez une voiture, il y a deux choses. Il y a la carrosserie, hein, on peut avoir une belle carrosserie, c'est bien, avoir une belle entreprise. Et puis ensuite, il y a le moteur. Et si on veut un gros moteur, donc si on veut pouvoir aller vite, loin, il faut pouvoir avoir du carburant. Et l'argent, bah, c'est le carburant de votre entreprise. Donc effectivement, selon vos ambitions, ce que vous voulez faire, il en faut plus ou moins. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, attention, moi je rencontre des entrepreneurs qui me disent, non, non, moi j'ai besoin de rien. Mais j'ai juste finalement un peu de délai de paiement de mes fournisseurs, de mes clients, j'ai du stock, j'ai un petit ordinateur. Oui, c'est pas grand-chose, mais il faut pas se tromper. Il faut bien le dimensionner parce que c'est vraiment au moment du démarrage que vous allez pouvoir mobiliser ces financements. C'est plus difficile après. Donc ne vous restreignez pas et faites une étude objective de votre besoin. Merci beaucoup, Grégory. Donc, si je comprends bien, je vais filer la métaphore, en fait. Donc, en fait, si on veut, je sais pas, on a envie d'aller décrocher la Lune, notre fusée, elle va avoir besoin de carburant pour aller réussir tout ce parcours. Et donc, l'enjeu, c'est de surtout pas tomber à court de carburant en cours de parcours, n'est-ce pas? C'est ça. Il faut pas que la fusée, elle s'arrête pour faire le plein, c'est pas bon signe. D'accord, c'est pas bon signe. Il y a deux termes qui ont été employés et je trouve ça m'interpelle. Hein. Vous avez évoqué l'enjeu, c'est de rassurer le banquier et vous avez même dit également donner confiance. Laurence, peut-être tu peux aussi répondre à cette question, faut-il de l'argent pour entreprendre? Et aussi rebondir sur cette idée de rassurer justement tes interlocuteurs et donner confiance. L'argent, ça sert à donner confiance ou pour avoir de l'argent, faut-il donner confiance? Bonjour à tous. Peut-être je me présente rapidement. Donc, je suis directrice associée chez Impact Partner. Donc, Impact Partner, c'est une société de gestion qui est dédiée à l'impact investing. Donc, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est-à-dire que chez nous, on est persuadé qu'on peut concilier performance financière et performance sociale pour avoir le maximum d'impact. Donc, nous intervenons de trois façons. En capital développement,
Ça concerne les entreprises qui ont déjà généré du chiffre d'affaires, à peu près 1 million d'euros, et on intervient sur des tickets autour de 2 millions d'euros. La deuxième façon d'intervenir, c'est au moment de la création d'entreprise, grâce à notre fonds Monte ta franchise. Donc là, on va soutenir justement les entrepreneurs qui manquent d'apport personnel et qui veulent lancer un commerce sous franchise, notamment dans les quartiers populaires. Et puis, troisième modalité d'intervention, qui n'est pas financière, mais qui est en accompagnement, en soutien, grâce à 2 programmes d'accompagnement. Le coaching anti-crise pour des entrepreneurs situés en Île-de-France qui rencontrent des difficultés. Et puis, le coaching accélération réservé à la Seine-Saint-Denis pour des entrepreneurs qui, justement, vont passer un cap et vont être dans des phases d'accélération. Donc, évidemment, la confiance est un élément important, mais j'ai envie de donner peut-être un éclairage un peu différent pour répondre à la question. Si la question est est-ce que ne pas avoir d'argent est un obstacle pour entreprendre, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non pour 2 raisons. Parce que d'abord, être entrepreneur, c'est savoir sauter les obstacles. Deuxièmement, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a énormément d'aides, notamment au niveau de l'amorçage, au niveau de la création d'entreprises. Donc, j'allais dire, il faut savoir aller chercher les aides qui sont disponibles. Par contre, c'est clair que c'est tout un art, mais je développerai un petit peu plus tard. D'accord, très bien. Alors, donc, ce n'est pas un obstacle, parce qu'il existe des solutions, mais il y a aussi un savoir-faire justement pour pouvoir accéder à ces solutions. Faut-il de l'argent pour entreprendre, Domiti? Toi, de ton point de vue, chez France Active, comment tu peux nous éclairer cette première réflexion introductive? Bonjour à toutes et à tous. Merci Ahmed. Je vais présenter aussi peut-être rapidement France Active et je répondrai du coup à cette question aussi. Donc, Domitille de Martial, je représente France Active, qui est une association qui existe aussi depuis plus de 30 ans et qui accompagne les entrepreneurs engagés. Alors, un entrepreneur engagé, c'est un entrepreneur qui a un impact positif sur la société grâce à son projet. Rassurez-vous, l'engagement peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être la création de son propre emploi déjà en créant son entreprise, mais ça peut être aussi sous plein d'autres formes qui sont pour préserver notre environnement aujourd'hui, pour avoir un impact social, etc. Voilà, sur notre site, vous pouvez trouver plein de stories qui peuvent vous inspirer aussi sur ce sujet-là. Et France Active, donc on intervient à toutes les phases de vie de l'entreprise, de la création, développement, reprise. Et on vous apporte aussi des conseils, du financement et de la mise en réseau. Et dans les financements, on a une palette d'interventions aussi très large. On a des primes, des prêts complémentaires à la banque, des garanties d'emprunt bancaire, des apports en fonds propres. Donc voilà, on va pouvoir redévelopper aussi tout ça un peu plus tard. Pour répondre à ta question, Ahmed, effectivement, je trouve, et comme l'avait dit aussi, en fait, les entreprises n'ont pas toujours besoin d'argent pour démarrer. En revanche, je rejoins ce que dit Grégory. En fait, au moment de la création, c'est finalement là où c'est peut-être le plus simple d'aller chercher de l'argent. Comme le disait Laurence, il y a plein d'aides et plein d'outils et de structures qui peuvent vous apporter des financements. Normalement, les financements aujourd'hui sont plus un souci pour créer. Nos amis banquiers nous le disent au quotidien. Par contre, comme vous le dites, c'est effectivement tout un art d'aller chercher cet argent et de se faire conseiller pour bien évaluer ses besoins. Et ça, tous les réseaux d'aide à la création d'entreprises qui sont là autour de la table aujourd'hui peuvent vous accompagner justement là-dessus. Bien évaluer son besoin, parce que c'est beaucoup plus facile effectivement de le demander au départ, alors qu'au moment où vous aurez des difficultés, et ben là, ça va être beaucoup plus dur de convaincre le banquier, de le rassurer, et du coup, vraiment essayer d'aller chercher le maximum de ce que vous pouvez dès le départ. Et ça permettra de faire décoller la fusée, comme le disait Grégory. Donc, faire décoller la fusée, on a un parcours à réaliser. Il ne faut surtout pas s'arrêter en cours de parcours. Donc, cette énergie, cet argent, on va en avoir besoin. Mais concrètement, comment fait-on pour évaluer ce besoin? Comment fait-on pour identifier de combien d'argent on a besoin? Grégory, peut-être? Alors,
La détermination du besoin, je ne vais pas dire que c'est le dernier point de la préparation d'un projet, mais c'est ce qui arrive effectivement une fois qu'on sait ce que l'on veut faire, ce qu'on veut proposer comme service, comme produit, qu'on a défini son marché, qu'on a trouvé son local si nécessaire. Enfin voilà, c'est vraiment la définition du besoin financier. C'est pas par là qu'on commence, c'est vraiment la conclusion d'un projet. Ce que je peux dire quand même, ce qui est important, c'est effectivement dès le début quand même d'avoir une idée de savoir vers où on veut aller et de quel type de projet et donc de quel montant à peu près on va avoir besoin pour travailler sur des projets qui sont en adéquation avec ces moyens. Pour les définir, effectivement, il faut vraiment, comme je disais, prendre les choses dans l'ordre. Une fois qu'on a répondu à l'ensemble des points de composition d'un business plan, alors peut-être un mot barbare, on l'approfondira peut-être, mais quand on a tout vu, on peut là définir voilà, ce qu'on a besoin comme investissement. C'est souvent les choses auxquelles on pense en premier. J'ai besoin d'une machine, d'une voiture, ce qu'on a besoin pour faire de la communication, mon site internet, ce genre de choses, qui sont des investissements moins matériels, incorporels, mais voilà, qui sont des dépenses de démarrage. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir la marge de sécurité, le fonds de trésorerie qui va permettre de tenir le temps d'avoir ses premiers clients, de couvrir ses premières charges, de payer les premiers salaires avant d'avoir les encaissements, le chiffre d'affaires nécessaire. Donc c'est vraiment une composante de ces différents points et il faut vraiment faire le tour complet de ces besoins, ne pas se mentir, hein, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux gens qui nous regardent, c'est vraiment faites l'exercice de manière objective et n'essayez pas de commencer à vous arranger avec vous-même sur oh, ça finalement je vais me débrouiller. Non, on part d'une situation idéale, de quoi j'ai besoin réellement, et ensuite on regarde si c'est compatible avec ses moyens, ses ambitions et les possibilités de financement. Merci beaucoup Grégory. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi, finalement, dire que finalement évaluer son besoin, ça arrive en bout de course. D'abord, il faut faire un peu, je dirais, le tour du propriétaire, le tour du projet, et pour apprendre de façon, je dirais, exhaustive, finalement, tu as évoqué les charges, la trésorerie, ce dont on a besoin au démarrage, etc. Oui, c'est vraiment la conclusion. C'est effectivement un travail essentiel parce que justement, pour pouvoir savoir de quoi on a besoin, il faut savoir de quoi on part et de quoi on parle aussi. Grégory l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des projets où ça nécessite d'avoir un local commercial, par exemple. Et donc, du coup, si au départ, on se dit qu'on va peut-être plutôt vendre ses produits en ligne ou vendre ses produits directement à travers un local commercial, forcément, les besoins financiers qui vont arriver derrière vont pas forcément être les mêmes. Donc, c'est effectivement essentiel dans un premier temps en tout cas, l'analyse des besoins financiers arrive effectivement dans un dernier temps. Pour reprendre un peu l'analogie de la fusée, que je trouve plutôt sympa, c'est du coup dans cette route vers la Lune, on va donc d'abord essayer de construire la fusée, et donc on va derrière se dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans mon moteur, de combien ça va coûter, qu'est-ce qu'il faut comme carrosserie, combien ça va me coûter, et puis aussi en fait dans ce trajet vers la Lune, il va falloir se dire que c'est un trajet qui va être potentiellement long, qui va nécessiter quelques charges pendant ce trajet vers la Lune. Et donc, il va falloir peut-être que j'ai à manger assez à manger, assez d'aliments pour pouvoir me nourrir pendant tout ce trajet vers la route, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler tous nos besoins, toutes nos charges fixes durant ce projet. Et donc, c'est important d'estimer tous ces éléments-là, toutes ces charges fixes également pendant le déroulé du projet pour pouvoir identifier au mieux ses besoins de financement. Et c'est un travail, comme l'a dit Grégory, qui est vraiment très essentiel et qui est souvent un peu de travailler
un peu à la va-vite parfois, et c'est alors que c'est quand même un point très essentiel. Juste sur l'évaluation d'un besoin financier, elle a dit on a mis en ligne un outil qui est très ludique, qui est spécifiquement adapté pour les micro-entrepreneurs, qui est un outil qu'on a appelé Je construis mon projet en ligne, qui est disponible sur le site adie.org, que les personnes qui nous suivent du coup peuvent regarder, sur lequel ils peuvent jeter un œil pour pouvoir construire également chiffrer leurs besoins de financement. Merci beaucoup aussi. On n'hésitera pas à mettre ta préconisation en ligne sur le chat. Laurence, peut-être que tu peux réagir. J'imagine que toi aussi, tu as l'occasion de croiser des entrepreneurs qui partagent leur rêve de décrocher la Lune. Et quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils viennent aussi avec cette méthodologie-là qu'on essaie de décrire, à savoir une appréhension un peu exhaustive de tous les besoins pour pouvoir les traduire en ce besoin de financement finalement? Alors moi, je vais leur remettre les pieds sur terre de trois façons. Je pense qu'il y a trois choses vraiment à avoir en tête. Quelle est la nature de mon besoin? Quel est mon business model et quel est le contexte extérieur? C'est clair qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a un an et demi. Sur la nature du besoin, en fait, il faut avoir en tête deux choses. Quel est l'investissement dont j'ai besoin pour produire le produit que je veux vendre? Et deuxièmement, quel est le financement qui sera nécessaire pour assurer la croissance, les décalages de paiement, c'est ce qu'on appelle communément le BFR, avoir la trésorerie de démarrage. Donc, c'est le besoin en fonds de roulement. Voilà, c'est ces deux éléments à avoir en tête. Et puis après, l'investissement matériel ne se finance pas de la même façon ou est plus facile à financer que des besoins immatériels. On pourra détailler s'il y a des questions comme le stock, comme la trésorerie de démarrage. Le deuxième point que j'évoquais, c'est le business model. C'est clair qu'en fonction du business model, les besoins vont varier. L'idéal, c'est d'avoir, j'allais dire, peu de besoins en capital initial, un cycle de vente court, des délais de paiement très brefs, des revenus récurrents, pas forcément besoin de faire appel à des prestataires pour pouvoir démarrer. Donc ça, c'est le schéma idéal qui existe très, très rarement. Mais en tout cas, faut se poser la question de son business model. Et puis enfin, comme je le disais, le contexte extérieur qui n'est pas à négliger et qui va avoir un impact sur le montant qu'on peut aller chercher. C'est clair qu'avant la crise, je pense qu'on pouvait démarrer, surtout si on recherche du prêt bancaire, avec 10% d'apport personnel. Aujourd'hui, il y a une crispation, évidemment, des financeurs, notamment des banques, sur certains secteurs d'activité, le commerce, l'hôtellerie, restauration, je ne vous fais pas un dessin. C'est clair que le risque, maintenant, est plus grand, et c'est-à-dire que l'apport personnel qui sera nécessaire pour démarrer pourrait monter entre 30 à 40%. Donc, voilà les 3 points qui, pour moi, me semblent importants pour avoir une évaluation très simple de son besoin de financement. Merci beaucoup, Laurence. Domitille, j'ai écouté vos interventions et il y a quelque chose qui me semble important qui ressort, à savoir qu'il y a de l'argent qu'on peut aller chercher. L'argent a une sorte de philosophie. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez parlé de impact investing, vous avez parlé d'un entrepreneur engagé, en tout cas, ce que j'entends, une philosophie derrière des investissements, d'une part, et d'autre part, de l'argent qui va financer différents postes ou des différentes natures. Tu as parlé d'immobilisation, de BFR, etc. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces différents postes ou ces philosophies en fonction des modalités ou des axes d'intervention par rapport aux investissements possibles? Oui, je pense que pour résumer ce que viennent de dire Laurence, Ossine et Grégory, si on peut répertorier ça, donc il y a 3 grandes catégories de besoins. Ils l'ont évoqué, donc il y a tout ce qui est charges, qui sont liées vraiment aux dépenses courantes de l'activité, les achats, les dépenses qui vont faire fonctionner votre activité et qui vont grandir au fur et à mesure aussi du coup de l'activité. Les investissements qui sont liés du coup, comme on disait, à un instant T, avec un véhicule, de l'achat de matériel, etc. Et comme disait Laurence, qui vont venir permettre de produire aussi, enfin de réaliser la production de votre business en fait.
Mais voilà, c'est des dépenses vraiment liées à un instant T, contrairement aux charges qui sont vraiment en fonction de votre activité. Et ce fameux BFR dont vous allez entendre parler très régulièrement et qui fait peur au début, et j'étais la première à en avoir peur, mais il faut vraiment bien comprendre ce BFR. Ce BFR, en fait, c'est vraiment… Ouais, le besoin en fonds de roulement, pardon. C'est en fait vos besoins de trésorerie qui sont dus au mouvement financier. Et en fait, ces mouvements financiers, ils ne se traduisent pas tous en même temps. Et par exemple, vous allez devoir payer vos charges, par exemple acheter de la matière pour fabriquer votre produit. Et pourtant, tant que vous ne l'avez pas vendu, du coup, vous n'avez pas les ressources forcément pour le payer. Donc, ça entraîne un décalage dans la trésorerie. Et comme le disait Laurence aussi, plus vous avez des délais de paiement qui sont élevés, plus vous allez avoir, ça va mettre du temps à faire rentrer cet argent. Donc, ce besoin de trésorerie, ce besoin en fonds de roulement, il est essentiel de l'évaluer dès le départ et sur tous les premiers mois de l'activité de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire votre besoin de trésorerie sur tous les mois, de voir tous ces décalages, etc. Si ça vous panique, ne prenez pas crainte. Les réseaux justement qui sont autour de la table aujourd'hui vous aident à évaluer ce besoin de trésorerie. Chez France Active, par exemple, nos conseillers vous accompagnent humainement sur votre projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement individuel et sur mesure par rapport à chaque projet. Et on va venir faire ce plan de financement. Donc, quels sont les besoins financiers, quelles sont les ressources qu'on va mettre en face en fonction vraiment de votre projet et quel est ce besoin de trésorerie pour bien évaluer tous ces postes et ensuite pouvoir voir du coup quels sont les types de financements auxquels on va faire appel. D'accord. Donc, il y a différents financements auxquels potentiellement on peut être éligible. Mais en fait, si j'entends et comprends bien ce que vous essayez de partager avec nous, c'est qu'il faut comprendre la mécanique de son business. C'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Grégory quand il évoquait le business plan, à savoir les décalages qu'il peut avoir par rapport au paiement, les ressources dont on a besoin au départ pour pouvoir se lancer, etc. C'est bien ça, Grégory. Oui, c'est ça. Et le business plan, alors si on revient un peu sur cette notion-là, parce que pour parler du financement sans parler du business plan, c'est compliqué. Et monter un business plan, Domiti vient un peu de le dire, ça paraît être le parcours du combattant et complexe aussi. Et souvent, moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent, mais vous me demandez ce que je vais faire comme chiffre d'affaires, vous me demandez un plan de trésorerie. Alors, c'est quoi un plan de trésorerie? C'est quoi un compte de résultat? C'est quoi un plan de financement? Donc, bon, ça, c'est des documents comptables, mais derrière ces documents comptables, il y a une réalité. Et effectivement, c'est difficile de pouvoir se projeter à 1 an, à 3 ans, des fois à 5 ans. Alors, on l'a dit, la période en plus actuelle nous aide pas à avoir de la lisibilité, donc c'est un peu anxiogène. Et donc là, dans l'accompagnement et le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs, c'est de se dire finalement, on peut avoir plusieurs hypothèses financières aussi. Il n'y en a pas forcément qu'une. Moi, je reçois des gens, ils me disent « Ah, j'ai été pessimiste ». Bon, quand on regarde les chiffres, on se dit « Oh là là, lui, il a été optimiste hein. ». Des fois, on n'a pas toujours la bonne l'auto-évaluation n'est pas simple. Et donc, moi, le conseil que je pourrais donner par rapport à cette évaluation des besoins et donc le business plan, c'est finalement d'avoir plusieurs business plans, en tout cas au début, pour défricher les choses. Il peut y avoir votre objectif commercial. Voilà, j'ai envie de faire ça parce que voilà, j'ai envie de marcher sur la Lune. Et ça, c'est important de l'avoir et de regarder les étoiles, c'est important. Tout en ayant les pieds sur terre, ça a été dit tout à l'heure. Et les pieds sur terre, c'est de se dire, finalement, peut-être qu'est-ce que j'ai besoin de faire au minimum pour que mon entreprise couvre ses charges. Hein. Donc voilà, c'est pas ce que je veux faire, mais bon, voilà, au minimum, il faut que je fasse ce chiffre-là pour ne pas perdre d'argent et ne pas me retrouver en déficit à la fin de l'année. C'est un deuxième exercice. Et puis la vérité, elle est des fois entre les deux. Donc c'est comment on se dit, entre ce que je rêve de faire et le minimum, je vais essayer de travailler sur une hypothèse intermédiaire. Alors, c'est jamais qu'une hypothèse, hein, le prévisionnel, ça aussi, c'est une autre phrase que j'entends sans arrêt. Ouais, mais un prévisionnel, c'est pas une réalité. Non, c'est vrai que c'est pas une réalité. Mais le prévisionnel, vous le faites pas non plus que pour les financeurs. Le prévisionnel, on le fait aussi pour avoir une ligne de conduite, se dire après la création, ça sert pas à caler l'armoire en disant ça y est, je l'ai fait, ils étaient contents, moi ça me sert à rien. Non, c'est à partir de là, c'est aussi votre outil de pilotage de l'entreprise. Alors parler financement sans parler business plan, pour moi c'est un manque et donc je voulais insister là-dessus. Super. Alors donc on garde les pieds sur terre. On a aussi parfois la tête dans les étoiles, mais on garde les pieds sur terre.
Je filais la métaphore, le business plan, c'est pas de l'astrologie, c'est une feuille de route. Et donc, cette feuille de route, il vaut mieux qu'elle soit intermédiaire entre une vision très ambitieuse et une vision plus pessimiste pour justement avoir quelque chose d'assez réaliste qu'on puisse partager. Et peut-être l'idée, enfin plutôt la question que ça m'évoque, c'est vous inviter les entrepreneurs, lorsqu'ils vont formuler leurs demandes, à être plutôt ambitieux, à voir grand, ou avoir plutôt une demande à leur mesure, je dirais. Enfin, une mesure plus, comment dire, je ne vais pas dire humble, en tout cas moins vaste, moins grande, moins ambitieuse. Aussi, peut-être. Bah, je dirais que je rejoins exactement là ce que vient de dire Grégory, et je dirais qu'à minima, en fait, c'est au moins essentiel que la personne sache quel est le volume de produits qu'elle doit vendre, ou le produit ou le type de service qu'elle doit vendre, le nombre de services qu'elle doit vendre par jour, par mois ou par semaine, pour pouvoir rentrer dans ses frais. Et surtout, ne pas perdre d'argent, parce que, bon, là, l'idée, c'est de parler cash. Quand on crée son entreprise, l'un des premiers objectifs, c'est quand même de pouvoir gagner de l'argent. Et donc, à minima, d'avoir face à soi, lorsqu'on est financeur, une personne qui nous dit « j'ai besoin de vendre X produits par jour ou par mois ou par semaine pour pouvoir être au moins dans mes frais, rentrer au moins dans mes frais », bah, moi, en tant que financeur, ça me rassure. Et donc, ça me permet de me dire que cette personne, elle a plus ou moins les pieds sur terre. Alors, bien évidemment, du coup, ces éléments chiffrés, je vais les challenger, je vais m'assurer qu'il dit vrai. Mais à minima, c'est important que cette personne se dise « voilà les indicateurs que je dois me fixer tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois pour pouvoir, à minima, commencer à gagner de l'argent ». Et ça, ce point, c'est très simple. Hein. C'est ce qu'on appelle donc le fameux seuil de rentabilité ou le point mort. C'est le moment à partir duquel on va commencer à gagner de l'argent et commencer à parler de bénéfices pour l'entreprise. Et ça, ce franchissement de seuil, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les créateurs d'entreprises, les créatrices d'ailleurs. Et en tout cas, nous, c'est un point d'attention qu'on a à l'ADI lorsqu'on va accompagner et financer les personnes. Rassurez-vous, hein, les personnes qui ont du mal à identifier ce fameux seuil de rentabilité ou ce point à partir duquel ils commencent à gagner de l'argent, on peut les aider, bien évidemment, et les accompagner pour essayer à chercher ce point et s'assurer aussi que les objectifs qui vont être fixés derrière soient aussi cohérents et réalistes. D'accord, merci beaucoup, Ossine. Laurence, si tu pourrais réagir sur ce point aussi, c'est le conseil finalement qu'on donne aux entrepreneurs, comment ils doivent modérer ou non leur ambition dans l'objectivation de leurs besoins. Bien évidemment, il faut être ambitieux et réaliste en même temps. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce que Grégory a évoqué quand il a parlé des documents qu'on vous demande systématiquement, donc le plan de trésorerie, le compte de résultat prévisionnel, le plan de financement. Il a parlé de documents comptables. Donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais non, ce ne sont pas des documents comptables. Votre comptable peut vous aider pour les faire, mais il est essentiel que ce soit des documents que vous vous appropriez. C'est-à-dire, j'ai vu trop souvent de business plan, enfin de compte de résultats prévisionnels, etc., avec des personnes incapables de dire comment était généré ce chiffre d'affaires, comment il était décomposé. Donc, par pitié, ne vous désintéressez pas de ces documents financiers. Hein. Le comptable peut vous aider, mais ce n'est pas lui qui pourra défendre justement le côté réaliste et ambitieux de votre projet. Alors, autrement moi je pense, le premier conseil dans la même logique, c'est de pouvoir donner du sens à son projet. C'est évident, il faut pouvoir montrer son savoir-faire, sa motivation, être à la fois agile et en même temps avoir l'œil, avoir compris comment on génère de la rentabilité, mais aussi comment on génère du cash à court terme. Donc, c'est-à-dire comment on regarde, qu'est-ce qu'on fait de son plan de trésorerie, comment on arrive à faire rentrer de l'argent. Donc, je pense pour vous, vos deux boussoles, systématiquement, c'est le plan de trésorerie et c'est la rentabilité. Mais merci beaucoup. Donc, plan de trésorerie, rentabilité, générer du cash, c'est un peu, t'évoques l'idée
de récurrence, en fait. C'est quelque chose auquel on est sensible, vous êtes sensible, Domitille, dans les business plans qu'on vous propose, dans les projets qu'on vous propose, la capacité dans ces projets à générer de la récurrence. Parfois, on parle de vache à lait, je crois. Oui, alors c'est quelque chose qu'on est sensible, hein. On parle, nous, effectivement de projets engagés, donc de projets impact, comme le disait Laurence. Il faut qu'ils pensent dans le projet et si ça a un impact positif sur la société, nous, c'est quand même quelque chose qu'on regarde aussi. Après, on financera et on accompagnera des projets qui sont viables. Donc, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est ce seuil de rentabilité ici atteint, c'est la possibilité de générer du cash et de pouvoir faire grandir l'entreprise. Mais effectivement, du coup, côté France Active, on va venir travailler justement ces scénarios avec vous. Grégory Loquet, il peut y avoir des scénarios pessimistes, optimistes et être un peu entre les deux. Nous, on est très sensibles à ça et l'idée, c'est pas de financer des entreprises qui vont se planter quelques mois plus tard. L'idée, c'est vraiment de voir avec vous quel est le scénario qui peut tenir la route et on travaille de manière très étroite avec les banques et du coup, venir travailler ce scénario et ce seuil de rentabilité jusqu'à ce qu'il soit vraiment crédible et pour vous permettre du coup d'aller décrocher plus facilement des prêts bancaires. D'accord. D'accord. Donc, une chose sur laquelle tu insistes, et ça a été évoqué un peu par chacun d'entre vous en filigrane. Laurence, tu as évoqué, bien entendu, le comptable, par exemple, et vous, chacun en tant qu'expert, vous accompagnez finalement à structurer ce plan et à rendre cette histoire crédible. Et du coup, il y a un peu ce double travail, à savoir une réelle implication de l'entrepreneur pour qu'il s'approprie, qu'il ne délègue pas, et je dirais même ne délaisse pas cette partie au détriment de finalement d'être dépossédé et de ne pas maîtriser son propre projet, et en même temps l'idée de s'associer à des experts dont c'est le métier. C'est un peu ça, Grégory, la mécanique. Oui, c'est clair que, alors, par rapport à ce que Laurence disait, effectivement, je valide à 100%. Le pire, c'est la personne qui arrive en disant, moi, je sais pas, c'est les chiffres du comptable. Ça nous rassure absolument pas. Et donc, effectivement, quand vous rencontrez des financeurs, on parlait de confiance, de pérennité. Et pour donner confiance, il faut maîtriser son projet. On demande pas, effectivement, d'être comptable et de connaître toutes ces mécanismes spécifiques, mais d'être plutôt gestionnaire et effectivement d'identifier la valeur ajoutée, la manière dont vous allez créer de la valeur dans votre entreprise. Et effectivement, quand vous rencontrez un financeur, finalement, c'est une des premières ventes que vous allez faire de votre entreprise. Avant d'aller vendre à des clients, vous allez vendre à des financeurs. Et donc, nous, on est là pour vous acheter votre entreprise. Donc, soyez convaincants, soyez préparés. Il faut avoir fait le tour de la question, maîtriser. Il n'y a pas de question piège. On n'est pas là, nous, pour piéger, pour détruire des projets. On est là, au contraire, pour avoir des critiques constructives, tirer vers le haut. La critique est nécessaire, tout en étant bienveillant. Et effectivement, notre rôle, c'est ça. Faut que vous nous donniez envie d'acheter votre entreprise, entre guillemets, et ce sera la même chose avec le banquier. Merci, merci. En fait, c'est intéressant parce que quand je vous écoute, finalement, quand on est dans une démarche, on va aller chercher de l'argent, finalement, on est dans sa posture d'entrepreneur et c'est presque une démarche commerciale. C'est-à-dire, on doit être sûr et connaître son projet pour pouvoir le vendre et le défendre. C'est un peu ça, Houssine, peut-être tu peux réagir là-dessus. C'est clairement ça. Je rejoins un peu aussi Grégory là-dessus. On devient pratiquement le premier client de l'entreprise et de l'entrepreneur derrière, puisqu'on va être l'un des premiers à lui faire confiance. Bon, après, il y a bien évidemment l'impact du réseau et de l'entourage qui sont aussi là très importants pour la personne, mais on va être pratiquement le premier client de l'entreprise. Juste, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé de compte de résultats, plan de trésorerie, plan de financement. Moi, j'aime bien traduire ces outils par des questions très simples. Un plan de financement, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de répondre simplement à la question de savoir de quoi est-ce que vous avez besoin pour démarrer votre entreprise. Un compte de résultats, ça va venir répondre à la question toute simple de savoir si vous allez gagner ou pas de l'argent, à quel point vous allez être rentable. Et un plan de trésorerie, c'est un outil qui va vous permettre de savoir, de vous assurer surtout que vous allez toujours avoir de l'argent en banque continuellement pendant toute la vie de votre projet.
Et ces 3 outils qui sont assez importants pour les financeurs vont être étudiés du coup avec la personne qui va être accompagnée. Elle a dit, honnêtement, sur ces points-là, on a une démarche un peu différente, puisque justement, on veut rendre la personne actrice de son projet et on va très souvent mettre de côté en fait ces outils et on va plutôt lui poser des questions très simples de savoir quels sont les produits que la personne va vendre, auprès de qui, quels vont être ses clients, combien il va en avoir, quels sont ses tarifs, etc. Toutes ces questions qui vont permettre à la personne, et généralement, ces personnes ont les réponses à ces questions, et c'est en ce sens-là que c'est important parfois de faire un pas de côté par rapport à ces outils-là et donc d'être maître, encore une fois, de ces outils lorsque vous allez rencontrer les financeurs. Donc, elle a dit, on a cette approche un tout petit peu différente qui fait qu'on ne va pas nécessairement demander un business plan pour pouvoir créer votre projet. On va surtout faire confiance à la manière dont vous êtes maître justement de votre projet. Merci beaucoup aussi pour cette approche pédagogique finalement de ces outils qui finalement quand je t'écoute c'est une manière chiffrée de raconter ton projet en fait. C'est une manière de raconter l'histoire de ton projet, sa manière de vivre et c'est très très intéressant. Il y a plein d'aspects que vous avez évoqués pour parler de l'argent. On a parlé d'apport personnel, on a parlé de banque. Si on parle de banque, j'imagine qu'on parle de prêt, de dette. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est quelles sont en fait les voies, quelles sont les pistes pour financer son projet, pour trouver du cash littéralement. Enfin, trouver, je ne sais pas si on trouve du cash. Laurence peut peut-être nous éclairer là-dessus. Oui, effectivement, je pense qu'à chaque projet, à chaque stade de maturité également, il y a un type de ressource qui est plus ou moins adapté et intéressant. Évidemment, la ressource idéale pour démarrer, c'est de la subvention, c'est l'argent de la love money. Donc, c'est de l'argent qui ne se rembourse pas, qui ne coûte pas cher, qu'on trouve généralement via les appels à projets, via des prix. Donc, c'est intéressant de pouvoir les mobiliser. Alors, c'est vrai que c'est plutôt réservé à un certain type de projet, soit des projets qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire, soit des projets qui sont dans la tech. C'est vrai que c'est plus difficile très souvent pour un commerçant qui se lance de trouver de la subvention. Donc ça dépend de votre projet. Deuxième type de ressources qui est la dette, qui est le prêt. Donc il y a du prêt personnel et il y a du prêt à l'entreprise. Je laisserai le représentant d'initiative parler du prêt personnel. Donc l'intérêt de la dette, c'est sûr que c'est intéressant parce que c'est antidilutif. En ce moment, ça coûte très cher, mais ça suppose qu'on ait un business model capable de générer très vite de la rentabilité. Donc, c'est un peu moins adapté si vous pensez que vous allez générer de la cave dans un an. Hein. Donc, voilà, la dette, c'est souvent, les banques aiment bien des projets dont ils comprennent facilement le business model. Et là, c'est un outil financier intéressant. Et le troisième outil que l'on met en place, nous, chez Impact Partners, qui est donc de l'apport en capital. Donc, c'est intéressant parce que, bien entendu, c'est de la ressource patiente, c'est de la ressource qui permet d'être accompagné de manière très forte. Hein. C'est une entrée dans la gouvernance de l'entreprise et ça permet surtout d'accélérer puisque avec l'injection d'apports capitaux, on peut plus vite accéder à des ressources très qualifiées, par exemple, qui coûtent beaucoup. Donc, ça permet vraiment de passer un stade. Donc, ce sont des raisons différentes qui font qu'à un moment donné, en fonction de la nature aussi du projet, ça vaut le coup d'aller chercher des fonds propres. Voilà, donc à chaque projet, à chaque stade de maturité, un outil financier important. Par contre, je pense qu'il est important de ne pas confondre que ce n'est pas, il ne faut pas confondre le fait d'être bankable ou d'avoir un projet finançable avec un projet viable. Il y a des projets viables, tout à fait viables, qui ne seront jamais financés. Hein. Donc, d'accord. Faites bien la différence entre les deux notions.
Merci beaucoup, Laurence. Alors, pour récapituler, donc, en amorçage au départ, il peut y avoir de la subvention. Est-ce que tu évoquais? Souvent, c'était lié aussi à la typologie de projet. Tu as parlé de la tech ou de l'innovation. Effectivement, on peut avoir de la subvention pour nous aider à développer le projet. Tu as parlé de Love Money aussi. Love Money, est-ce qu'on entend bien l'idée de mobiliser un peu des ressources de ses proches et des gens autour de soi qui vont nous soutenir de façon solidaire? Justement pour pouvoir muscler notre apport personnel. On a parlé de la dette, c'est ce qu'on va voir auprès de la banque. Et ce que tu disais, c'était aussi lié à la typologie du projet, qu'on va pouvoir la mobiliser dans la mesure où on va pouvoir démontrer une certaine rentabilité. Et tu as parlé aussi de l'apport en capital, et j'aime bien l'idée finalement de la ressource patiente, à savoir c'est voyager avec vous, c'est monter dans la fusée ensemble pour être en copilotage parfois peut-être et accompagner, sécuriser le projet. Ça veut dire aussi qu'on y croit. C'est un peu ça, Domiti. Ah non, peut-être Grégory voulait réagir pour différencier prêt à l'entreprise et prêt à la personne. Bah oui, donc effectivement, là, au niveau du réseau initiative, nous, on apporte ce qu'on appelle du prêt d'honneur. Donc, c'est un prêt personnel au gérant. Alors, c'est des prêts qui sont en moyenne au niveau national de 8-9 000 euros et qui vont être donc prêtés à la personne qui va l'apporter à l'entreprise, soit en compte courant d'associé quand c'est une société, soit de l'apport classique quand c'est une entreprise individuelle. Et ça va venir rassurer effectivement le banquier pour lui faire du financement à l'entreprise. Donc là, le mécanisme, c'est ce qu'on appelle les quasi-fonds propres. Donc c'est un mécanisme de pouvoir compléter vos apports. Ça les remplace pas et c'est moins bien parce que ça se rembourse, mais avec un différé de remboursement, avec un étalement dans le temps et un taux zéro. Donc ça vient renforcer les apports et donner la confiance aux banques. Et nous, on est vraiment persuadés au niveau du réseau initiative, et c'est notre promesse, que l'accompagnement, le financement et la mise en réseau, c'est les clés de la réussite d'un projet. Donc voilà, on essaye d'apporter au travers de nos outils ces trois composantes qui vont permettre à un projet d'avoir beaucoup plus de chances de réussir. C'est intéressant quand je vous écoute parce que ça résonne avec ce que disait Laurence juste avant, à savoir que au-delà de l'argent, il y a aussi différentes modalités en fait, vous apportez plus que de l'argent. Et du coup, ça me permet de souligner sur la nécessité, le besoin de l'accompagnement. Pour le dire de façon triviale, parfois si on a de l'argent, beaucoup de carburant, mais on va dans la mauvaise direction, on ira juste plus vite droit dans le mur. Et l'accompagnement que vous proposez, il sert peut-être à sécuriser le projet, à le challenger et à montrer qu'on est plusieurs à faire confiance. Domiti, tu veux peut-être réagir là-dessus? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, en fait, tous ces types de financement il y en a plusieurs qui peuvent se cumuler. Et en fait, quand vous allez avoir justement souvent l'accompagnement et le financement d'un réseau comme l'a dit Initiative, France Active ou Impact, du coup, en fait, parfois comme on vous a accompagné, conseillé, en fait, c'est un peu comme un label, comme une caution. Et ça va venir faire effet levier sur d'autres financements, comme des financements plus classiques, comme les prêts bancaires. Notamment chez France Active, si la banque est un petit peu frileuse, elle va venir nous présenter un projet sur lequel elle hésite et nous, on va venir du coup l'accompagner, retravailler ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le business plan, le plan de trésorerie, tous ces outils-là avec vous. Et en fait, ça va rassurer la banque. Et au-delà de la rassurer et de vous accompagner, on va venir aussi pouvoir lui mettre une garantie sur le prêt bancaire. D'accord. Concrètement, c'est comme les cautions pour les appartements. En fait, on va venir couvrir une partie du risque de la banque, partager le risque avec elle si jamais l'entrepreneur ne pourra malheureusement plus rembourser certaines échéances. Et du coup, France Active va venir rembourser la banque sur une partie de ce prêt. Donc, en fait, ça vous permet, non seulement on va mettre des prêts complémentaires à la banque, ça va faire effet levier, ils vont pouvoir mettre plus d'argent, et on va pouvoir aussi mettre des garanties d'emprunt bancaire. Et dans ce que tu disais aussi, Ahmed et les autres intervenants, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a plein de types de financeurs auprès de qui vous
pouvez faire appel. Mais en fait, effectivement, vous n'allez pas aller chercher à chaque fois que le financement et que le cash. Ils vont vous apporter aussi plein d'autres choses. Ils vont vous apporter du réseau, c'est le cas des investisseurs. Pour les réseaux de l'accompagnement, on l'a dit, c'est du conseil. Il y a aussi les plateformes de financement participatif en ligne auxquelles vous pouvez faire appel. Et ça va vous faire aussi beaucoup de communication sur votre projet au lancement. Donc, regardez bien aussi qu'est-ce que va pouvoir vous apporter le financeur au-delà du financement. Super, donc vraiment regarder au-delà du financement et la plus-value finalement de l'accompagnement, c'est aussi intéressant pour rebondir sur ton exemple, Domiti, pardon, toutes mes excuses. Avec le crowdfunding, on va pouvoir aussi démontrer qu'ils sont nombreux sont ceux qui croient au projet, qui sont prêts à le porter. Peut-être que tu as quelques mots à nous dire, Laurence, sur justement l'accompagnement qu'on peut porter et proposer aux entrepreneurs justement à côté, en parallèle, pour renforcer un soutien financier. Alors, c'est sûr que l'accompagnement, en tout cas chez Impact Partner, c'est de toute façon quelque chose d'individuel, de sur-mesure. L'accompagnement n'est pas le même sur le fonds Monte ta franchise que sur une entreprise qui est déjà un peu plus mature et en phase de forte croissance. Par exemple, si on prend Monte ta franchise, donc les interventions sont moyennes sont autour de 100 000 €. Donc, vraiment, pour combler les apports personnels, on va s'engager sur le projet sur une durée de 7 ans. C'est-à-dire qu'on va faire une obligation convertible avec un remboursement in fine pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'accompagnement, on s'engage sur le long terme auprès de l'entreprise, avec une phase évidemment très intense en amont, au moment du bouclage financier, puisque dans le cas d'une franchise, il faut pouvoir convaincre l'enseigne, il faut généralement pouvoir convaincre le banquier. Donc, c'est un accompagnement à la fois opérationnel et financier. Et puis, comme l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, au fur et à mesure, en fonction de la situation, on sera constamment présent, encore une fois, pour pouvoir soit être facilitateur, soit lever les obstacles, avec une logique d'intervention quand même finalement neutre et désintéressée. C'est ça qui me semble aussi important. C'est quand même une histoire humaine, tout ça, même du côté des investisseurs. Et ça marche bien quand il y a vraiment voilà, un partage de la vision de l'entreprise, une bonne connexion humaine. Donc après, évidemment, l'intérêt, c'est que on voit beaucoup de projets, on en finance beaucoup, donc ça permet de donner un cadre et des éléments de référence qui font gagner du temps à l'entrepreneur. Mais alors, du coup, et peut-être Grégory ou aussi, mais aujourd'hui, on est dans une période un peu particulière où des entreprises sont en difficulté, vont peut-être avoir besoin d'argent pour se développer, investir, renforcer leur trésorerie, etc. Ils rencontrent certainement, pour certaines, des problèmes. Est-ce qu'il faut partager ces problèmes? Est-ce qu'il faut cacher les cadavres dans le placard? Comment on est dans quelle démarche on doit être? Comment vous pouvez les conseiller dans cette période? Oui, je peux réagir, mais peut-être juste avant, puisqu'on a parlé de solutions de financement, on a parlé un peu de subventions. Moi, je porterais juste un petit bémol sur les subventions. J'ai l'impression qu'il y en a quand même de moins en moins. Et donc, globalement, peut-être le message à porter pour moi, c'est de dire aux créateurs, aux futurs créateurs et créatrices d'entreprises qu'il ne faut pas exclusivement compter sur les subventions. Beaucoup de personnes viennent nous voir en demandant uniquement quelles sont les subventions qui existent pour leur projet et il ne faut pas exclusivement compter pour ça, en tout cas pour pouvoir se lancer sur un projet de création d'entreprise. Le deuxième point, puisqu'on a parlé d'argent des proches et potentiellement l'épargne aussi, on peut le considérer comme un besoin de financement. Moi, je conseillerais plutôt aux personnes de garder l'argent des proches dans un temps futur et donc peut-être plutôt de solliciter dans un premier temps un financement, comme on l'a dit tout à l'heure, et de garder l'argent des proches ou son épargne personnelle uniquement en cas de coup dur, puisqu'il y aura peut-être potentiellement systématiquement des cas de coup dur. Et donc parmi les... Comment, en fait, pardon? Dans les cas de coup dur.
Oui, bah justement, voilà, ça me permet de faire la transition. Justement, il vaut mieux être le plus transparent possible. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Grégory, le financeur devient le premier client de l'entreprise. C'est l'un des premiers acteurs à avoir fait confiance à l'entrepreneur. Cette confiance, elle doit être mutuelle, elle doit être réciproque. Et donc, à partir du moment où l'entrepreneur rencontre des difficultés, il faut qu'il ait ce réflexe-là, justement, de ne pas faire la politique de l'autruche et donc de pouvoir préciser quelles sont ses difficultés, parce que nous, on sera potentiellement en mesure de l'accompagner, soit de l'accompagner dans sa démarche commerciale, essayer d'améliorer sa stratégie commerciale, soit potentiellement en lui proposant des outils financiers qui pourraient potentiellement être adaptés dans sa situation, si c'est un coup dur qui est plutôt d'ordre passager. Et dans ce cas-là, le microcrédit peut aussi être une solution pour ce type de personnes et pour les personnes qui n'auraient pas nécessairement accès au crédit bancaire. Et juste peut-être pour dire un petit mot sur le microcrédit, c'est des financements qui vont jusqu'à 12 000 € en métropole et jusqu'à 15 000 € en outre-mer. Merci beaucoup. Grégory, sur ce point, tu voulais peut-être agir. Pour prendre la suite de ce qu'a dit aussi, ne pas tout à fait répondre à ta question, mais si quand même un peu. Il y a quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'atelier pour l'instant, c'est le banquier. Alors, on a parlé du financement et donc quelque part du prêt bancaire, mais pas beaucoup du banquier. Et c'est vrai que souvent dans la tête d'un entrepreneur, un banquier, c'est quelqu'un qu'ils craignent, qu'ils n'ont pas forcément envie de rencontrer. S'endetter, c'est pas forcément un bon réflexe quand on est dans la bonne gestion en bon père de famille. Je ne dépense que ce que j'ai. Bah, voilà, tout ça pour dire que dans le monde de l'entreprise, c'est un peu différent. Effectivement, l'endettement est pas quelque chose de négatif et c'est ce qu'a dit Ossine. Au contraire, quand on investit, il vaut mieux couvrir ses investissements par un endettement. Et le banquier doit être le partenaire naturel de l'entreprise et de la création d'entreprise, même si ça peut faire peur. On vous a donné là toutes les clés pour aller rencontrer le banquier dans de bonnes conditions. Alors, c'est quoi de bonnes conditions? Bah, c'est au bon moment, hein, c'est pas la peine d'y aller trop tôt, il faut y aller suffisamment préparé. C'est avec donc du coup le bon projet bien préparé. Et puis c'est le bon banquier aussi, puisque voilà, tous les banquiers n'ont pas d'appétence pour la création d'entreprise. Et là aussi, les réseaux, on les connaît et on est capable de faire de la mise en relation à ce niveau-là aussi. C'est quelque chose qui est important. Et le banquier, alors j'ai dit, nous, on était le premier client finalement. Le banquier, c'est peut-être le premier fournisseur. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner vos fournisseurs pour votre matière première, eh ben, il y a une des matières premières qui s'appelle l'argent et c'est le banquier qui vous la propose. Et le banquier, c'est aussi un commerçant, il a aussi autant besoin de vous que vous avez besoin de lui. Donc voilà, il faut aussi se décomplexer sur la relation bancaire. Si on est bien accompagné, bien préparé, on peut aller voir le banquier et obtenir des réponses. Et ce qui permet de répondre à ta question aussi, Ahmed, pardon, c'est effectivement sans confiance et sans transparence, ça ne peut pas fonctionner. Alors aujourd'hui, c'est compliqué. On est dans une phase où l'économie est complexe. Par contre, il y a plein d'aides là aussi pour vous accompagner, pour ceux qui sont déjà créés. Et donc là, le conseil que je donnerais, c'est effectivement de bien identifier là aussi ses besoins, de bien définir ses perspectives et de faire un tour d'horizon de ce que vous pouvez mobiliser et là aussi de vous faire aider pour aller rechercher les bonnes solutions. Alors pour cela, on a un super site qui s'appelle bpifrance-création.fr. On va vous remettre ça et vous pourrez trouver l'adresse des réseaux qui sont près de chez vous et également toutes les bouquets de solutions existantes. Est-ce qu'on peut partager des tips justement il faut rencontrer le banquier, mais comment on rend son projet audible, défendable, séduisant, attractif justement à nos interlocuteurs. On a évoqué plein de choses. Hein. Déjà, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça nécessite beaucoup de préparation, un vrai travail exhaustif pour comprendre l'ensemble des ressources dont on a besoin, l'ensemble des charges qui sont liées au projet et avoir une idée claire de la route qu'on a envie de parcourir pour ne pas s'arrêter en cours de route. Est-ce que vous pouvez partager des tips justement pour éclairer tous ceux qui nous écoutent? Peut-être Domiti, tu veux peut-être commencer? Quel conseil tu donnerais pour bien préparer sa demande? Ouais, alors
je vais déjà vous introduire, faire un petit teasing sur, vous le voyez peut-être, mais un petit qu'on a fait qui s'appelle « Je parle banquier couramment ». Donc, vous allez tout retrouver là-dedans. C'est des conseils pour savoir, du coup, comment choisir sa banque. Grégory le disait tout à l'heure déjà, bien choisir sa banque en fonction de vos besoins, de votre activité, est-ce qu'il y a une saisonnalité, etc. Et ensuite, on a justement développé pas mal de choses pour vous dire aussi comment convaincre le banquier, jusqu'où aussi vous pouvez négocier avec lui, parce qu'on n'ose pas toujours négocier avec son banquier. Moi, ce que je vous dirais, c'est, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas venir dessus, sur des prévisions qui soient quand même crédibles, des scénarios, un seuil de rentabilité, etc., des indicateurs montrent que vous maîtrisez votre projet et les projections financières sont réalistes. Mais on l'a évoqué rapidement, mais je reviendrai dessus parce que c'est vraiment important. Le profil de l'entrepreneur est aussi hyper important, en fait, pour convaincre son banquier. Et du coup, montrer que vous savez vous adapter aussi au fur et à mesure des évolutions qui vont se passer dans votre entreprise. Vous avez fait un business plan, vous avez fait plein de projections, etc. Mais montrer que vous savez vous adapter et adapter votre projet en fonction de ce qui va se passer. Ça, c'est un point hyper important. Et l'autre aussi, c'est votre capacité justement à rebondir dans les épreuves. Et on le voit au quotidien aujourd'hui avec la crise sanitaire et économique. En fait, le profil d'un entrepreneur qui va savoir rebondir, faire face, avoir de la résilience, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, c'est aussi important. Et ça, en fait, ça va vraiment rassurer les banquiers et ça va rassurer aussi les financeurs. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que j'entends principalement dans le conseil que tu donnes, c'est qu'il y a un projet solide, mais il est surtout porté par des femmes et des hommes. Et donc, ce qui va rassurer finalement nos interlocuteurs, c'est l'homme et ou la femme qui porte le projet et qui l'incarne en fait. Ossine ? Oui, effectivement, c'est important. C'est important. Moi, les conseils que j'aurais à donner, c'est de ne pas rester seul, en fait, d'être encore plus là dans cette période très particulière, mais d'être accompagné. Vous avez pléthore de réseaux d'accompagnement qui existent, et là, on en est la preuve puisqu'on réussit à communiquer tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. De toute façon, si vous sollicitez pas forcément le bon réseau d'accompagnement, vous serez réorienté vers le réseau qui saura vous accompagner. Donc, ne vous inquiétez pas, on est aussi là pour ça. On se connaît mutuellement. Donc ça, c'est le premier mot d'ordre. Soyez accompagnés, ne restez pas seuls. La deuxième chose, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et aux personnes qui sont face à vous, justement, que ce soit le banquier ou que ce soit le conseiller de l'ADI qui va potentiellement vous financer ou celui de Réseau Initiative ou des investisseurs. Il faut avoir confiance en vous et en votre projet et aux interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. C'est à mon sens assez indispensable. Voilà. Merci beaucoup aussi. Donc on ne reste pas seul, il faut avoir confiance en soi et généralement le fait de s'entourer, ça fructifie la confiance. Grégory ? On a déjà dit beaucoup de choses. Ouais, alors l'adéquation personne-projet, c'est vraiment quelque chose d'important et pour pas paraphraser, c'est soyez vous-même et préparez. Moi, c'est vraiment les deux conseils que je donnerais pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit. Soyez vous-même, c'est important, c'est vous qui incarnez votre projet et préparez-vous, c'est comme ça qu'on remporte la victoire. Préparez-vous à réussir. Laurence, pour conclure, ensuite, je vais passer la parole à Jason qui va nous partager les questions des participants. Oui, écoutez, ne soyez pas timide, parlez beaucoup de votre projet, faites-vous challenger, acceptez les critiques amicales et bienveillantes. N'allez pas voir le banquier trop tôt non plus, puisque le banquier, c'est pas son job de faire de l'accompagnement sur le long terme. Donc, soyez aussi tactique. Quand vous allez voir des organismes d'accompagnement ou des financeurs, soyez bien prêts. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup, Laurence. Et j'ajouterai à tout cela, n'ayez pas peur du non. Les noms, en fait, c'est juste une invitation à consolider votre projet. Tout de suite, on accueille Jason qui va nous partager les questions des participants. Salut, Bonjour Jason. À tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos prises de parole respectives et qui ont certainement été très instructives pour le public qui est en nombre croissant depuis tout à l'heure, donc très intéressé par vos témoignages. Alors la première question va revenir sur les banquiers justement dont on vient juste de parler. Catherine nous demande s'il vaut mieux solliciter son banquier personnel ou solliciter d'autres banques. Je peux répondre si vous voulez. Bien sûr, allez-y. Ouais.
On l'évoque justement dans le petit guide que je vous présentais tout à l'heure. Les deux sont possibles. Je vous invite surtout, nous, ce qu'on conseille, je l'évoquais très rapidement, mais je pense que si vous avez déjà une bonne relation avec votre banquier personnel, du coup, ça sera d'autant plus facile a priori pour votre entreprise. Si au contraire, ce n'est pas trop le cas, je vous invite plutôt à rencontrer un autre banquier. Regardez aussi du coup toute l'offre de services que vous propose la banque. Sur quel secteur d'activité elle est le plus à l'aise. Si vous avez aussi une bonne relation, que le feeling passe bien avec la banque, il y a vraiment plein de petites choses à regarder pour essayer de trouver la banque qui vous correspondra le mieux. Chez France Active, du coup, ce que je vous disais, on travaille avec toutes les banques, on les connaît très bien et on peut aussi vous aider justement dans ce choix si jamais vous ne savez pas forcément comment choisir. Vous pouvez aussi multiplier le nombre de banques parfois, parce que du coup, vous allez trouver des choses chez une banque qui sont avantageuses et chez une banque, il y aura autre chose qui sera avantageux. Ça peut se multiplier. Donc vraiment, c'est possible d'aller vers son banquier personnel, c'est possible d'aller vers un autre. Regardez la relation que vous avez aujourd'hui avec cette banque, regardez si le feeling passe, regardez si ça correspond à votre activité. C'est les conseils que je vous donnerai. Alors, toujours sur le sujet des banques, là, une question plutôt pour vous, Grégory. Tout à l'heure, vous avez justement évoqué la matière première qui est l'argent finalement. Est-ce qu'il est préférable de se tourner vers vous avant de solliciter la banque ou après, justement ? Les deux sont possibles. En général, les deux sont faits de manière parallèle. Effectivement, nous, on aime bien être consulté avant, puisque comme on est dans l'accompagnement, et ça a été dit, le métier de la banque, c'est pas d'accompagner. Nous, on est là pour expertiser, accompagner, faire de l'ingénierie financière. Donc là aussi, essayer de trouver les meilleures solutions financières, c'est de venir nous voir avant. Maintenant, effectivement, ça n'empêche pas de pouvoir avoir rencontrer un banquier en parallèle. Mais voilà, dans l'ordre, plutôt les organismes, que ce soit initiative ou la garantie ensuite qui va découler au niveau de France Active et les banques dans un deuxième temps. On a une autre question de Patricia qui voudrait savoir s'il est conseillé de tout mettre dans son projet, de mettre toute son épargne dans son projet, ou au contraire, est-ce que vous conseillez finalement de ne pas tout investir ? Je peux répondre, ça dépend si vous avez envie de manger des patates pendant longtemps. Donc non, il faut toujours diversifier le risque. C'est une Alors, on va revenir sur quelque chose qui a été dit du coup au début de votre intervention, mais une question de précision qui pourra peut-être en aiguiller certains qui ne sont pas familiers avec le sujet. Quelle est la différence tout simplement entre le business plan et le business model ? Moi, je veux bien. Enfin, le business plan, c'est vraiment les documents financiers et de présentation de votre entreprise. Le business model, c'est votre modèle économique, c'est ce qui va vous permettre c'est ce qui va générer de la valeur dans votre entreprise. La mécanique, la mécanique qui décrit comment gagner de l'argent. Ouais. Peut-être pour compléter sur le modèle économique, effectivement, c'est un peu du jargon parfois. C'est comment vous allez gagner de l'argent et qu'est-ce qui va vous en faire dépenser et du coup, comment on atteint justement cette rentabilité. Qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va vivre au fur et à mesure. Et sur le business plan, effectivement, c'est la description de votre projet et aussi du marché. Le marché, c'est quelle est l'offre aujourd'hui sur les mêmes produits que les vôtres, les concurrents, quelle est la demande, quelle est la cible que vous visez, et ensuite toute la partie financière dont on a parlé tout au long du webinaire. Sur le chat, il y a également une question de Noël qui voudrait savoir s'il existe des accompagnements financiers spécifiques aux personnes en situation de handicap. Oui, enfin nous en tout cas chez France Active, on accompagne les entrepreneurs en situation de handicap comme les autres entrepreneurs et vous pouvez mobiliser nos financements et nos garanties. Et on vous met aussi en relation du coup si besoin avec des organismes qui peuvent aussi vous accompagner, mais bien entendu, nous on peut vous accompagner.
Peut-être pour compléter sur les instruments financiers à destination des personnes en situation de handicap, il existe également un dispositif de prime, de subvention en complément de financement bancaire ou de financement de l'ADI. C'est un organisme qui s'appelle l'AGEFIP, AGE-FIPH. Alors, ne me demandez pas l'acronyme, du coup, je n'ai plus les éléments en tête, mais qui propose justement cette subvention spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Et il y a également des organismes qui proposent un accompagnement pour ces créateurs-là. Il me semble que la structure, c'est Cap Emploi. Peut-être au-delà des aides spécifiques, Impact Partner qui est dans le financement de l'Impact Investing, on a financé de très jolis projets portés par des personnes handicapées. J'en cite un qui est tout à fait remarquable comme Urbilog, qui a été lancé par une personne non-voyante. Donc, ne vous limitez pas aussi sous prétexte que vous avez un handicap. Vous avez bien entendu accès à l'ensemble en tout cas pour ce qui est d'Impact Partner, à l'ensemble de nos capacités d'intervention. Donc, vraiment, le point essentiel, c'est la qualité du projet, c'est votre savoir-faire, c'est votre volonté de croissance et derrière, on peut mobiliser les moyens et les conseils pour accompagner. Donc, ne vous mettez pas non plus dans des cases. Yes. Grégory, vous voulez rebondir ou j'enchaîne avec une nouvelle question? Non. Non, Ossine m'a volé ma réponse, donc c'est bon. C'est noté. Alors, une autre question, dans le cas où les demandes de financement sont refusées partout, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter et comment faire dans ces cas-là? Ouais, ça me permet de rebondir sur une autre question, mais c'est de dire quand vous déposez un projet en banque, ne le déposez pas partout. Faites pas une seule demande, mais 3, 4 demandes, pas beaucoup plus, parce qu'effectivement, si vous avez 4 ou 5 refus, c'est soit les banquiers sont tous méchants vraiment et ne vous aiment pas, mais souvent ça veut quand même dire que derrière il y a un problème de fond dans votre dossier à côté duquel vous êtes passé. Et donc ce qui est important, et Ahmed l'a dit, les noms sont aussi enfin, pas aussi important que les oui, mais quand il y a un non, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et effectivement, s'il y a 4-5 refus, il faut vraiment se réinterroger, essayer de faire le point sur ce qui a amené à ces refus et de pouvoir modifier le projet. C'est peut-être voilà, il y a peut-être des choses qui sont jouables. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'un banquier a refusé un dossier, même si on le modifie, c'est compliqué de le redéposer au même endroit. Donc, si vous avez fait le boulevard des banques et que vous avez déposé partout le même dossier, ça peut être compliqué. Est-ce que je peux me permettre, Grégory, je fais le parallèle avec l'approche commerciale. C'est pas évident des fois qu'on a un dossier qui est refusé. Dans une démarche commerciale, quand on refuse un projet ou un client n'achète pas en définitive, il est aussi conseillé de faire un effort pour essayer de revenir vers ce client potentiel ou ce prospect, pour essayer de déconstruire qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom. Donc, ce n'est pas une démarche naturelle qu'on fait, mais c'est vivement recommandé pour essayer de comprendre et s'améliorer. C'est l'occasion de s'améliorer, de challenger son projet, quoi. Peut-être un mot sur les fonds d'investissement, parce que du coup, la logique n'est pas du tout la même. Le fait d'avoir un dossier refusé ne veut pas dire que le dossier est sans intérêt ou n'est pas bon. Il faut avoir en tête que chaque fonds d'investissement a une doctrine d'investissement particulière à laquelle elle ne peut pas déroger. Par exemple, chez Impact, on va s'intéresser à des projets qui ont un impact fort, donc c'est-à-dire qu'on va intervenir dans les domaines de la formation, de l'accès à l'emploi, de la santé. Donc voilà, avant, si vous êtes dans une logique de recherche des fonds, renseignez-vous sur le type de fonds, dans quoi il investit, parlez avec des gens qui ont pu être financés par ailleurs. C'est tout à fait spécifique et encore une fois, ça ne remet pas du tout en cause la qualité de votre projet. Alors, on a une question assez précise de Ferial, en espérant que je le prononce correctement, qui demande si un banquier voudra obligatoirement mettre un bien en garantie d'un crédit que l'on peut demander. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter de ça? Ils vont souvent le demander, effectivement. Les banquiers ont peur du risque et vont essayer de couvrir au maximum le risque.
Et du coup, ils vont aller chercher le maximum de garanties qu'ils peuvent aller chercher sur votre projet. Chez France Active, nous, on essaye justement de limiter cette prise de garantie. En fait, on vient justement garantir les banques, donc toujours nous porter caution sur le prêt qu'elles vont vous accorder. Et en contrepartie de ce partage de risque qu'on fait avec eux, on essaye justement de les obliger à soit limiter la prise de garantie avec certains types de garanties qu'on met, soit d'exclure la prise de garantie personnelle sur votre projet. Après, c'est possible qu'elle aille chercher aussi des garanties aussi plus réelles par rapport à votre fonds de commerce, etc., des nantissements. Voilà, nous, on ne peut pas tout limiter parce qu'elles ont toutes leurs politiques de risque, mais en tout cas, dès que vous passez avec France Active et qu'on met une garantie sur un emprunt bancaire, vu qu'on leur apporte aussi une garantie supplémentaire, on essaye en contrepartie qu'elle libère cette caution personnelle pour que vous puissiez entreprendre justement dans de bonnes conditions. Donc, faut pas vous inquiéter, c'est un réflexe normal de banquier. Ils vont essayer d'aller chercher le maximum de ce qu'ils peuvent aller chercher, mais vous pouvez négocier là-dessus et vous pouvez essayer de vous faire conseiller toujours par les réseaux d'accompagnement sur est-ce que là, je peux négocier telle et telle garantie, est-ce que là, c'est normal ou pas, et est-ce qu'on peut essayer de lever certaines garanties avec le banquier. Écoutez, ce qu'a dit Domiti, parce qu'elle évoque la négociation. Donc, ça n'a pas forcément de soi, peut-être que d'autres peuvent réagir, mais effectivement, quand vous allez voir votre banquier, vous êtes aussi dans cette démarche commerciale, je reviendrai là-dessus, et vous pouvez négocier. Oui, dites-vous que la garantie, finalement, c'est ce qui permet de faire le crédit pour un banquier. Par contre, là où vous avez des marges de manœuvre, c'est le montant de la garantie personnelle, ce qu'on appelle souvent aussi les cautions solidaires. Donc là-dessus, vous pouvez les limiter, notamment en allant chercher des cautions institutionnelles. Il y a la BPI, il y a un certain nombre d'organismes, la CIAG et d'autres, qui apportent des cautions. Donc là où il faut que vous soyez très vigilant, c'est sur ce montant des garanties personnelles qui peuvent être demandées et vous avez tout à fait une marge de manœuvre pour les limiter. Aujourd'hui, voilà, ça se fait très bien, mais à vous de montrer que vous êtes renseigné sur ce sujet-là et que vous n'allez pas accepter n'importe quoi sous prétexte qu'on vous propose un crédit. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages et vos prises de parole sur cet après-midi de l'étape originale. Un grand merci de la part de BPI France et du public, évidemment, qui vous a suivi très nombreux pendant cette session. Yes. Merci à toutes et à tous. Super. À bientôt. Cette session sera donc une table ronde beaucoup. de Face TV sur les métiers de la musique. Yes. Merci.